Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, Madame la présidente du comité scientifique, chères consoeurs, chers confrères et chers amis des quatre coins de la France et des quatre coins de l'Europe, au nom du comité d'organisation, au nom des 24 structures qui forment le Collège de la médecine générale, au nom de toutes les personnes qui ont œuvré pour rendre possible cet événement, soyez les bienvenus sur ce 14e congrès de la médecine générale France. Je voudrais vous remercier tous de vous être adaptés à ce nouveau format en ligne. Merci aux intervenants et aux participants. Merci aux structures du collège et merci à l'agence Overcom qui n'a jamais aussi bien porté son nom. La tenue de ce congrès est la preuve, s'il en fallait, de cette capacité d'adaptation, de cette motivation et de cet enthousiasme qui soude notre discipline. Alors, ce congrès s'inscrit dans un moment historique de notre société planétaire. Certains y ont vu le début de l'apocalypse, mais nous ne sommes pas dans un film. Et nos héros sont des gens ordinaires. Sans tambour ni trompette, les médecins généralistes ont continué d'œuvrer à cette médecine des petits pas à laquelle ils croient. Ils y prennent des bosses, ils laissent des plumes et parfois, malheureusement, leur peau. Aussi, je voudrais avoir une pensée forte pour toutes nos consoeurs et tous nos confrères décédés, pour leurs familles, pour leurs patients, pour leurs collègues proches. Il n'y aura pas d'applaudissements car nous sommes en ligne, mais entendez notre profonde empathie et notre reconnaissance silencieuse. Alors, que sera le jour d'après dont tout le monde parle ? Notre ministère a proposé d'ébaucher les contours de cet après en lançant la concertation du Ségur de la santé. Passons sur le fait que cette appellation évoque les romans d'une comtesse dans lesquels des enfants se voyaient inculquer des leçons de moralité à grand renfort de châtiment corporel. Cette concertation a pris une teinte essentiellement hospitalo-centrée. Pourtant, les 4 axes de travail qui y sont proposés, les 4 piliers, peuvent tout à fait se décliner pour notre médecine générale. Le premier pilier du Ségur ambitionne ainsi de transformer les métiers et de revaloriser ceux qui soignent. Revaloriser ceux qui soignent. En médecine générale, nous partons de loin. Médecin généraliste s'abstenir, peut-on lire dans cette petite annonce matrimoniale. Cela en dit long sur la considération que l'on nous porte. Serions-nous donc des ratés de la médecine ? Et qu'est-ce que réussir en médecine ? Est-ce donner son nom à une bactérie ? Sommes-nous prêts à tout pour briller en société, voir toujours plus de patients, être disponible 24 heures sur 24, sacrifier sa vie personnelle et pourquoi pas sa santé, quitte à ce que même nos téléphones ne nous reconnaissent plus en fin de garde ? Faut-il s'engager dans cette course effrénée à la gloire et expliquer à nos étudiants que si tu n'as pas ton stent à 50 ans, tu as raté ta vie ? Faut-il en arriver, comme mon collègue Arthur, qui ne manque pas d'humour, à décorer nos cabinets de nos portraits en majesté ? Je vous rassure, Arthur se soigne. Ne nous y trompons pas. Ce n'est pas là que se trouve ce qui nous valorise. Car revaloriser la médecine générale, ce n'est pas maquiller les médecins généralistes en super-héros. Si nous sommes une médecine sans prestige, si elle sent la sueur, c'est qu'elle sent le vrai. C'est cela le charme discret de son médecin. Revaloriser, c'est sans doute lutter contre quelques idées reçues, en rappelant par exemple que la médecine générale est la spécialité la plus efficace en termes d'impact sur la mortalité, comme en termes d'impact sur les inégalités sociales de santé. Il a ainsi été montré aux États-Unis que l'augmentation d'un médecin généraliste pour 10 000 personnes était associée à une diminution de la mortalité d'environ 7 décès pour 10 000. Revaloriser, c'est aussi renforcer les contacts avec les étudiants pour leur permettre de connaître notre discipline. On remarque d'ailleurs avec bonheur qu'ils ne s'y trompent plus, la médecine générale ayant été, aux derniers ECN, la 5e spécialité la plus choisie parmi les 1000 premiers classés. Revaloriser, c'est forcément par les rémunérations. Sur 15 pays de l'OCDE pour lesquels on dispose de données, les revenus des médecins généralistes français se situent au 11e rang. Et ces revenus sont près de 2 fois inférieurs à ceux des spécialistes libéraux. Il y a donc bien un rééquilibrage à entreprendre sur nos rémunérations.
Pour ce qui est de transformer les métiers, alors que des protocoles de coopération sont expérimentés pour répartir les tâches entre professionnels, nous souhaitons rappeler qu'une mécanique bien huilée du système de soins nécessite de respecter les cœurs de métier. Et ce qui fait notre identité de médecin généraliste, c'est avant tout le non-tri des motifs de consultation. Nous sommes un guichet unique qui permet aux patients de pousser la porte de nos cabinets, quel que soit son motif de consultation. N'encourageons pas, via ces protocoles, une fragmentation du premier recours où le patient se verrait rejeté si sa demande n'entre pas dans les motifs pris en charge par le professionnel qu'il vient consulter. Ce qui fait notre identité aussi, c'est la programmation des soins avec le patient, qui nécessite une vision transversale et correspond en plein à notre mission de médecin traitant. À ventiler pour ventiler, n'allons donc pas mettre le fil rouge sur le bouton vert et détruire notre système à tous les étages. Le second pilier du Ségur ambitionne, lui, de définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service des soins. Sur cette carte, recensant les luttes contre les grands projets inutiles, bétonnage, centres commerciaux et autres barrages, nous pourrions suggérer d'ajouter une catégorie sur les investissements dans le champ de la santé. Parmi les exemples que l'on pourrait citer, s'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, dont l'article 23 prévoit de créer des comités territoriaux s'occupant de la recherche en soins primaires et dont le pilotage serait confié au CHU. Comment peut-on aujourd'hui donner les clés de la recherche en soins primaires à une institution qui l'a historiquement ignorée quand elle ne s'y est pas opposée et qui n'a aucune expérience de ce terrain sur lesquels les leviers sont fondamentalement différents pour la mobilisation? La recherche en soins primaires ne trouvera sa place qu'en collaborant avec les CHU. Mais tel quel, ce projet met clairement en danger l'écosystème de nos données, de notre recherche et de notre science. Cet article 23 de la LPPR sera examiné en Conseil des ministres le 8 juillet. Je me fais la voix de l'ensemble de la discipline pour vous demander instamment, Monsieur le ministre, de montrer ce 8 juillet que vous avez compris nos enjeux. Sur la définition d'une nouvelle politique de financement, il existe actuellement un mouvement qui souhaite déléguer le risque financier aux praticiens. Au lieu d'un système où tous les actes sont payés, quel que soit leur nombre, l'idée de ce nouveau système est de confier aux praticiens un forfait, une part de gâteau, pour la prise en charge de chaque patient ayant un profil défini. Ce forfait reste fixe, quelle que soit la charge de travail, que le patient consulte beaucoup ou très peu, qu'il nécessite beaucoup d'examens ou très peu. En laissant le praticien assumer cette variabilité, ce système permet aux financeurs de garder la main sur la taille du gâteau budgétaire national, ce qu'ils ne maîtrisaient pas avec le paiement à l'acte. Dans ce contexte, le Collège de la médecine générale tient à rappeler qu'il n'existe pas de modèle de rémunération parfaitement vertueux au regard des autres. Le paiement à l'acte peut en effet induire des services excessifs, inappropriés, fragmentés et délaisser les actes peu valorisés ou chronophages. La capitation, le forfait, peut induire une sous-qualité de service aux patients et une sélection en délaissant les patients les moins rentables ou les moins compliants. Le salaire peut induire une sous-productivité globale et le paiement à la performance pose la question d'un délaissement des activités qui ne font pas l'objet d'un indicateur. Sur l'idée de développer des forfaits pour les pathologies chroniques, ceci ne peut avoir de sens qu'en prenant en compte la multimorbidité particulièrement prévalente, comme en témoigne ce graphe, où l'on voit que dès 60 ans, plus d'une personne sur deux présente au moins 2 pathologies concomitantes. En effet, un système qui appliquerait un forfait sur chaque pathologie chronique, comme on mettrait un suceur sur chaque pie, découragerait bien vite le plus motivé des patients. L'Académie de médecine a ainsi rappelé que si toutes les recommandations pour la pratique clinique étaient appliquées mécaniquement pour une personne ayant 3 pathologies chroniques, cette personne aurait à passer entre 50 et 71 heures par mois pour ses soins, soit 2 heures par jour. La multimorbidité impose donc à l'idée de forfait de pouvoir prioriser les prises en charge dans une vision transversale du patient qui relève de son médecin traitant. Enfin, sur le paiement à la performance, notre ROSP,
Le Collège de la médecine générale s'est prononcé dans un document reprenant une série de propositions. La ROSP ne reflète pas la qualité des médecins. Elle est un outil d'incitation à l'appropriation de nouvelles pratiques en cohérence avec les priorités sociétales. Pour garder cette capacité d'incitation, les indicateurs doivent être consensuels, ce qui nous fait par exemple demander la reformulation de l'indicateur sur le dépistage systématique du cancer du sein, dont on ne peut nier qu'il fasse débat. Les indicateurs doivent aussi pouvoir disparaître et être renouvelés lorsque leur capacité de stimulation s'épuise, comme c'est le cas par exemple pour la fréquence de prescription des HbA1c. Le troisième pilier du Ségur s'est donné pour objectif de simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes. Retirez-nous donc une bonne fois pour toutes les certificats sans valeur médicale, que ce soit pour la pétanque et les échecs, ou ceux qui font de nous des auxiliaires de police pour justifier les absences à l'école. Ils polluent nos consultations, encombrent nos salles d'attente et coincent les patients entre nos réticences et la pression, qui de leurs employeurs, qui des écoles ou qui des assurances. Nous voyons aussi fleurir toutes sortes de services en ligne qui proposent une médecine d'épicerie en livrant sur commande, moyennant quelques clics, un arrêt maladie ou une ordonnance. Ces sites qui se régalent de toutes ces petites tâches sans se soucier qu'elles s'inscrivent dans un programme de prise en charge prêtent le flanc à toutes les dérives. Le Collège de la médecine générale appelle donc à donner un cadre de régulation à cette offre, afin de définir les lignes rouges qui ne peuvent être franchies. Pour ce qui est de simplifier le quotidien des équipes, quand on a vu ce qu'on a vu avec la téléconsultation, on pourrait légitimement se demander si ce virus n'aurait pas été fabriqué par une société secrète dont l'unique dessein était de nous contraindre à changer nos pratiques à l'insu de notre plein gré. Pour reprendre une métaphore de Michel Arnoux, si pendant la guerre, les Français ont mangé plein de rutabaga, ils ont vite arrêté une fois la paix revenue. En sera-t-il de même pour la téléconsultation? Probablement pas. Celle-ci s'est positionnée comme un outil incontournable dans la trousse du généraliste. Pour autant, il y a encore fort à faire et le Collège y travaille pour, par exemple, élaborer la sémiologie spécifique qui permettra d'évaluer efficacement une dyspnée ou une douleur abdominale à distance, ou pour identifier les indications pertinentes de téléconsultation au regard du risque d'erreur, de retard diagnostique ou de reconsultation physique. La crise a aussi souligné les enjeux d'une information pertinente et efficace. Les réseaux sociaux se sont encore montrés source d'informations essentielles, n'est-ce pas Jean-Paul? Les médias ont encore montré toute leur expertise. Se balader dans un secteur de chasse au clic reste aujourd'hui plus dangereux qu'aller aux champignons au milieu d'une battue au sanglier. Pour notre exercice de médecin généraliste, les informations se sont avérées foisonnantes et bien compliquées à récupérer, dispersées entre les vecteurs officiels et parasitées par la présence d'informations à destination des autres professionnels de santé. C'est dans cet esprit que nous avons lancé le portail CoronaClick pour trier et rassembler toute l'information utile à notre discipline pendant la crise. Et c'est dans cet esprit aussi que vous retrouverez tout au long de l'année et gratuitement sur EBM France des références écrites pour la pratique quotidienne du médecin généraliste. Que dire enfin de l'information par les scientifiques eux-mêmes? Dans sa première étude comparative, celle qui a mis le feu aux poudres de la polémique hydroxychloroquine, notre Chuck Norris marseillais concluait avec enthousiasme en prenant pour témoin la charge virale nulle des patients. Je ne sais pas quelle est la raison qui lui a fait occulter que 6 patients avaient présenté un événement, dont un décès et 3 mutations en réanimation. Et alors que ces 6 patients étaient tous du groupe hydroxychloroquine, mais force est de constater que cette raison n'est sûrement pas l'intégrité scientifique. Ainsi, ce débat a mis en lumière l'enjeu des liens d'intérêt, non seulement avec l'industrie pharmaceutique, mais aussi les intérêts institutionnels et de carrière. Pour encourager la transparence sur l'ensemble de ces liens qui nous définissent et pour inviter chacun à en prendre conscience, le Collège met à disposition de tous les médecins généralistes et étudiants en médecine le portail Archimède. Je voudrais remercier ici chaque intervenant à ce congrès
d'y avoir déposé sa déclaration publique d'intérêt et je vous encourage tous à y inscrire la vôtre. Dans cette même dynamique, je tiens à vous informer que le conseil d'administration du collège a voté cette année de nouveaux statuts qui comportent une clause empêchant tout lien financier de notre collège avec des entreprises commercialisant des biens et des services qui peuvent faire l'objet d'une prescription par un médecin généraliste. Ceci ne signifie pas que nous voulons les ignorer, bien au contraire. Nous avons un besoin vital d'échanger, mais il nous faut inventer de nouveaux modèles de relations pour que nos discours respectifs conservent toute leur crédibilité. Dernier pilier du Ségur, l'ambition de fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. Le concept de responsabilité territoriale est très à la mode. Bien avant la crise, les professionnels étaient déjà incités à s'organiser entre eux sur leur territoire d'exercice. Mais jusqu'alors, seuls quelques téméraires s'étaient lancés dans la création de communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS. Nous avons vu depuis de nombreuses CPTS-like se former spontanément en émergeant à la faveur de groupes WhatsApp. Je vous invite à aller consulter le site du réseau Covigi et pourquoi pas à vous y engager pour voir toutes les questions qui ont émergé de ces micro-réseaux et les solutions qu'ils ont trouvées. Dans les réorganisations qu'ils ont eu à initier sur leur territoire, de nombreux médecins généralistes ont malheureusement déploré une absence de soutien de la part des institutions. Beaucoup d'ARS sont restés captivés par les sirènes et les gyrophares des services hospitaliers, en oubliant que plus de 80% des patients, parfois tout aussi graves, étaient pris en charge ailleurs. Et il faut le dire, aujourd'hui encore, 5 mois après le début de la crise, certains attendent toujours que soient tenus les engagements financiers qui avaient été pris pour les aider à assumer le surcoût de leur réorganisation. Dernier point à propos de ces réorganisations, nous souhaitons lutter contre 2 idées reçues. Tout d'abord, interprofessionnalité ne signifie pas forcément exercice en groupe. Maintenir une véritable biodiversité de l'offre de soins est primordial pour notre système de santé. Par ailleurs, la généralisation des plages de planning sans rendez-vous ne constitue pas la solution aux difficultés dans la prise en charge des soins non programmés. Elle peut au contraire être source d'inégalités sociales en pénalisant les personnes qui ne peuvent pas se payer le luxe de faire la queue plusieurs heures dans la salle d'attente de nos cabinets. Dans ce contexte, le Collège de la médecine générale travaille dès aujourd'hui pour que les organisations mises en place de façon pragmatique par les médecins généralistes posent les bases d'un futur plan blanc pour les soins primaires pour affronter les futures crises, quelle que soit leur nature. Ce Ségur est donc un parfait lanceur de discussion pour ce CMGF. Alors, arrêtons-nous un peu de scruter l'évolution du R0 comme on suivait le prix du gasoil dans le monde d'avant. Et chacun peut prendre le temps de se demander pourquoi un congrès aussi merveilleux m'arrive-t-il? Le CMGF, c'est un moment dédié pour nettoyer ses lunettes. C'est le chiasma optique de nos pratiques qui permet de leur donner du relief et de les observer en profondeur. C'est le mélange des cônes et des bâtonnets qui permet de les voir en couleur. C'est le rassemblement pour mieux voir. Alors, pénétrez dans l'archipel de la médecine générale qu'est notre collège. Venez rayonner dans le spectre de notre discipline en y apportant vos expériences, vos idées, votre poil à gratter. Que ce congrès vous éblouisse quand vous regarderez des sessions sous le soleil à l'heure de l'apéritif, les pieds dans l'eau. Qu'il vous dilate les pupilles quand vous le regarderez aussi dans la pénombre avant d'aller dormir. Et les rageux pourront alors chanter « Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez leur MG. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. » Excellent congrès à tous.